Speak, prosodie rate égale 90%, imaginez. Une reine, obligée d'accoucher en public à Versailles. Humiliation ou stratégie politique? Découvrez la vérité après cet événement historique choquant. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez Versailles, un somptueux palais, mais aussi un scénario d'intrigue et de secret. Là, entre l'opulence et le pouvoir, un événement a été créé qui marquerait à jamais l'histoire de la France. L'accouchement d'une reine. Ce n'était pas une livraison, mais un acte public, une humiliation soigneusement orchestrée qui vous laissera essouffler. Pensez à la pression, à la tension, au poids de la couronne sur ses épaules, tout en confrontant le regard de jugement de toute la cour. Le mystère enroule cet événement. Pourquoi a-t-il été obligé d'accoucher en public? Quels intérêts cachés ont évolué après cette décision cruelle? La réponse n'est pas simple, et je vous assure qu'elle vous surprendra. Grâce à cette vidéo, nous allons démêler les pièces de ce puzzle historique, explorant les motivations politiques et les conséquences de cette naissance, qui ont changé pour toujours le cours de la monarchie française. Préparez-vous à découvrir une histoire pleine de secrets. Ce n'était pas seulement une naissance, c'était une démonstration du pouvoir, une exposition publique de vulnérabilité et une stratégie politique calculée. Pensez au poids de la tradition, à la pression de la cour et aux attentes d'une nation entière sur les épaules de cette reine. Sa souffrance est devenue un spectacle, un rappel du pouvoir absolu de la monarchie, mais aussi une démonstration de sa fragilité. Quels secrets sont cachés après cet événement choquant? Pensez au luxe débordant de Versailles. Or, tapisseries, chandeliers gigantesques, une ostentation de richesse qui a éclipsé tout autre palais européen. Mais derrière cette façade dorée, un réseau d'intrigues palatiaux était caché. Chaque noble a concouru pour la vraie faveur, tissant des alliances et complotant des complots pour monter dans la hiérarchie, même au détriment de leurs propres proches. Le pouvoir de la cour française du XVIIe siècle s'est concentré entre les mains du roi, bien sûr, mais aussi dans ceux de ses ministres, favoris et surtout, dans la reine. Les femmes de la royauté ont joué un rôle clé dans la politique, influençant les décisions qui ont affecté toute la nation. Ses alliances et son inimitié ont déterminé la montée ou la chute de nombreux nobles. Mais cette influence n'était pas exempte des dangers. Et la lutte pour le pouvoir était constante et impitoyable. Les rivalités entre les familles nobles, les complots pour renverser le roi ou pour obtenir une position plus flatteuse devant les tribunaux, étaient la monnaie actuelle. Les apparences ont triché. Après des sourires et des salutations courtois, des ambitions profondes, des trahisons et des haines ont été cachées. La vie en cour était un jeu dangereux, où un mauvais jeu pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Mais derrière cette luminosité aveuglante, les complexités de la cour française étaient cachées. Imaginez Maria Antonita, une très jeune reine autrichienne, arrivant à Versailles. Avec seulement 14 ans, il s'est retrouvé dans un monde d'intrigues palatiales, d'adultes puissants qui ont joué un jeu qu'elle ne comprenait toujours pas. Le poids d'une couronne sur ses épaules inexpérimentées, la pression d'une nation sur son dos fragile. Imaginez-vous la peur, la solitude, l'immense pression d'être la reine de France, entourée de courtisans qui cherchaient leur faveur, des intrigues palatiales que je ne comprenais pas, et le poids de l'attente d'un peuple qui l'a vue comme une figure presque divine. Soudain, toute cette opulence est devenue une cage dorée, une prison de luxe. À ce jeune âge, j'ai dû apprendre à naviguer dans une mer de protocoles, de coutumes ancestrales et d'attentes sociales qui pour vous, aujourd'hui, seraient presque incompréhensibles. Et elle devait apprendre à être reine, pour être une femme, pour être mère, tout en même temps, sans les conseils de quiconque la comprenait vraiment. C'était un mariage arrangé, un pacte politique entre la France et l'Autriche. Vous, très jeune, étiez un morceau clé de ce jeu de puissance. Vous vous êtes marié avec Louis XVI, un roi avec le poids d'une couronne et les attentes d'une nation sur ses épaules. J'imagine la pression, le poids de la responsabilité qui est tombé sur vous. Une fille s'est transformée en reine du jour au lendemain. Le mariage, loin d'être un conte de fées, est devenu une cage dorée. Versailles, avec son opulence et sa splendeur, était également un scénario d'intrigue, où chaque mouvement, chaque mot, était sous le contrôle de la cour. Vos actions, même vos émotions, étaient soumises aux attentes de la politique internationale. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La pression pour produire un héritier était immense. La légitimité de la monarchie française dépendait, dans une large mesure, de votre capacité à donner naissance à un prince. Ce poids, cette attente constante, est devenue une charge presque insupportable, une ombre qui a été projetée sur votre vie quotidienne, sur votre jeunesse volée. Mais le contrat de mariage n'était pas seulement une union des royaumes, c'était une promesse de progéniture. Et la pression pour un héritier était immense. Un fardeau qui se sentait dans chaque pute de la cour. Vous, juste une fille, êtes devenue le centre de tous les espoirs et peurs de la France. Chaque mois, chaque retard est devenu une épine coincée au cœur de la monarchie. Le tribunal vous a regardé avec des loupes, chaque mouvement de votre analyse, interprété, commenté. Des rumeurs se sont propagées comme une poudre à canon, en amplifiant vos peurs et en nourrissant l'anxiété de la famille royale. Le poids de la couronne n'était pas seulement un bijou, mais un joug invisible qui vous a opprimé jour après jour. La pression est venue non seulement du tribunal, mais aussi de votre propre famille. L'Autriche s'attendait à un héritier, symbole de son influence en France. L'attente était insupportable. Une épée Damoclès sur votre tête. Chaque jour qui passait sans une grossesse réussie, la tension et le contrôle ont augmenté.
Juste marié, vous étiez dans un mariage froid et lointain. Le roi, un homme habitué au pouvoir et à la frivolité, vous a considéré comme un morceau dans son jeu politique qu'en tant qu'épouse. Ses attentions étaient rares. Ses conversations courtes et formelles. Et la solitude du vaste palais de Versailles était palpable. Un silence qui a résonné plus fort que tout murmure de la cour. Les nuits de votre vrai lit étaient le reflet de la froideur de leur traitement. Le roi dormait dans sa propre pièce, séparant leur vie même dans le domaine le plus intime. Et il n'y avait pas de passion ou d'affection, seulement l'obligation de répondre aux souhaits du tribunal. Un héritier du trône. Et la pression était constante, une ombre sombre qui s'allongeait sur chacun de vos jours. Le tribunal vous a regardé, donné des coups de pied et vous a jugé. Chaque look, chaque murmure, était un coup de couteau dans votre cœur. Vous vous êtes senti isolé, un étranger dans un pays étrange, entouré de luxe mais privé de chaleur humaine. Le mariage n'était pas une union d'amour, mais une alliance politique froide, une cage dorée où la solitude était votre seul compagnon. Votre mariage, déjà glacé, a été enveloppé dans un maelstrom de chuchotements et de spéculations. Et la cour de Versailles, un foyer intrigue, se réjouissait de l'absence d'héritier. Chaque mois qui s'est passé sans grossesse visible est devenu un nouveau chapitre de potins et de conjectures, alimenté par l'indifférence froide du roi et votre propre inexpérience dans la machinerie complexe de la puissance réelle. Vous avez ressenti la pression de la société, une couche lourde qui vous a opprimé. Chaque regard curieux vous a rappelé votre échec perçu. Les dames de l'entreprise, avec leur sourire hypocrite et leurs commentaires de sibyllins, vous ont regardé avec un mélange d'envie et de mépris. Chuchotent sur votre infertilité supposée, sur les amateurs secrètes possibles, sur votre manque de grâce et votre vrai charme. Ils vous ont persécuté comme une ombre constante. Vous avez ressenti son regard pénétrant, vous jugez, disséquant chacun de vos mouvements, chaque mot que vous prononcez. La pression est venue non seulement du tribunal, mais aussi de la famille royale elle-même. La nécessité d'un héritier légitime était une question d'État, et votre incapacité à remplir ce devoir a été perçue comme une menace pour l'avenir de la France. Chaque réunion de famille est devenue un rappel de vos lacunes, de votre échec dans le rôle qui vous avait été attribué. Vous vous êtes senti pris au piège dans un réseau d'attentes et de préjugés, sans évasion. Et puis la grossesse est venue, un événement qui, loin d'être un moment intime, est devenu un spectacle public. Chaque étape de votre gestation a été observée, analysée et contrôlée par la cour. Vous n'êtes pas seulement vous qui avez pris une nouvelle vie, mais vous avez porté l'avenir de la dynastie, le poids d'une nation sur vos épaules. Votre corps est devenu un champ de bataille politique. Chaque mouvement, chaque changement dans votre état de santé, a été enregistré et signalé avec précision implacable. Les dames de l'entreprise, avec un mélange de curiosité et d'obligation, vous ont constamment surveillé, chuchotant entre eux pendant que vous discutiez vous-même entre la fatigue et la tension. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%, les Royal Doctors, avec leurs sanglants et leurs remèdes d'efficacité douteuse, sont constamment intervenus, se soumettant à un régime strict et aux traitements invasifs sous l'œil vigilant de la cour. Votre intimité a été complètement dissoute. Chaque soupir, chaque plainte, est devenu de la nourriture pour les rumeurs et les complots palatiaux. Ce n'était pas seulement votre corps qui était sous contrôle. Chaque détail de l'accouchement était bien planifié. Une pièce spéciale à Versailles a été préparée, une grande pièce opulente, mais aussi fonctionnelle. Une équipe médicale a été sélectionnée, la meilleure du temps, bien que leur méthode soit loin de ce que nous savons aujourd'hui. Des invitations ont été envoyées aux nobles les plus importants, un événement qui, malgré l'intime, était public. Les feuilles ont été choisies, les coussins, chaque élément doit être à leur place exacte. Des potions et des remèdes ont été préparés, certains étranges à nos yeux, sur la base de la connaissance médicale de l'époque. L'atmosphère était un mélange d'attente et de nervosité, avec toute la cour en attendant, soucieux de voir l'événement. Même les meubles et la décoration devraient refléter l'importance de l'événement. Imaginez, vous, au centre de toute cette frénésie, sans intimité, complètement exposé. Et la pression doit être immense, l'attente, écrasante. Vous avez préparé une tenue spéciale pour l'accouchement, une robe sobre mais élégante, qui reflète à la fois la solennité du moment et de votre position. Chaque détail, chaque mouvement, était observé et inscrit à la postérité. Et vous, dans l'épicentre de tout, attendant le moment le plus important de votre vie. Mais l'opulence a caché une vérité inconfortable. Vous étiez sur le point de donner naissance à un public sélectionné. Et la nouvelle de votre accouchement imminent s'est étendue comme la poudre à canon par le tribunal. Et la salle, bien que préparée pour la royauté, est devenue un scénario pour un spectacle involontaire. L'arrivée des spectateurs a commencé subtilement, avec un murmure qui s'intensifiait. Les personnages de la cour importants, les duchés avec leurs robes impressionnantes, les ministres avec leurs visages impassibles, se sont tous installés dans leurs emplacements assignés. L'air a été chargé d'un mélange de tension et d'attente. Chaque murmure, chaque mouvement, a été étendu dans l'anticipation silencieuse de l'événement. Vous, au centre de tout, vous étiez conscient de chaque look, de chaque jugement silencieux. Le murmure est devenu un buzz constant. Et la salle, autrefois imposante et silencieuse, a maintenant vibré avec l'énergie contenue d'une foule, soucieuse de voir la naissance. Ce n'était plus seulement votre corps qui était sous contrôle. Chaque contraction, chaque gémissement, ferait partie de ce spectacle public, une démonstration de la fragilité et du pouvoir de la royauté, simultanément. La pièce était immense,
Un espace opulent préparé pour l'événement, mais pas pour vous. Des cristaux grables, des tapisseries de soie avec des scènes mythologiques et un air dense des attentes vous entourent. Noblesse, dames d'entreprise, médecins et sages-femmes, tout le monde a regardé avec un mélange de curiosité et morbide votre lutte contre la douleur. C'était un scénario théâtral, où votre souffrance a été le spectacle principal, et vous, l'actrice, obligée de jouer un rôle que vous n'aviez pas choisi. Chaque respiration, chaque gémissement, chaque contraction a été amplifiée par le silence en attente. Vous avez ressenti les looks lourds à propos de vous, vous jugez, analysant chaque détail de votre expérience la plus intime. Et la confidentialité, ce droit de base, vous avez été enlevé. Ils ont fait de vous un spectacle pour satisfaire la curiosité d'une couple passionnée de drame. L'air est devenu dense, lourd comme le poids de la tradition qui vous a opprimé. Vous n'étiez pas seulement une reine, vous étiez un corps, un récipient, exposé à la vue de tout le monde. Le luxe qui vous a entouré a été transformé en cage dorée. Un scénario d'humiliation. L'intimité de l'accouchement, un moment aussi vulnérable et personnel, est devenu un acte public, un rituel froid et impersonnel. L'opulence de Versailles ne pouvait pas cacher la cruauté de la situation. Et ils étaient là, imposant des figures avec leurs vêtements de soie foncée et leurs visages sérieux, les vrais médecins. Ils ont observé chaque de vos mouvements, chaque contraction, chaque murmure. Ces instruments, brillant à la lumière des bougies, semblaient menaçants. Ce n'étaient pas seulement des médecins. C'étaient des juges de votre capacité à donner naissance à un héritier. Et sa présence vous a submergé. Son contrôle absolu sur le processus vous a terrifié. Prosodie et speak. Speak, prosodie rate égale 90%, ses mains expertes, bien qu'avec des gants en cuir fin, vous ont approché avec une froideur qui vous a gelé aux os. Chaque palpation, chaque examen, était une invasion de votre intimité, une humiliation supplémentaire à l'expérience déjà brutale de l'accouchement. Vous, une reine, réduite à un corps vulnérable sous son examen inlassable. Vous avez ressenti son look lourd pour vous, vous jugez, vous évaluant, non seulement en tant que femme qui accouchait, mais en tant que reine, comme le garant de la continuité de la dynastie. Son silence était plus oppressant que tout cri de douleur. Son contrôle, une chaîne invisible qui vous a encore plus emprisonné dans cette pièce opulente mais impitoyable. Et vous, au milieu de cette douleur insupportable, vous ne pouviez sentir que la pression de l'apparence. Des milliers d'yeux, cachés derrière des soies et de la dentelle, vous ont observé. Les membres de la cour, avec leurs vêtements somptueux et leurs visages impassibles, ont formé un cercle silencieux et en attente. Certains ont chuchoté les uns avec les autres. D'autres ont maintenu le sang-froid avec une rigidité presque inhumaine. Et la curiosité et la morbidité mélangées dans l'air, dansaient. Chargés de tension. Au-delà de la noblesse, la foule était bondée. Les domestiques, les gardes et même certains curieux qui avaient réussi à se faufiler, jetaient un coup d'œil à travers les portes et les fenêtres en essayant de voir quelque chose. Même si ce n'était que des morceaux de la scène. Ces visages, un mélange d'étonnement, de peur et de fascination, reflétaient la rareté de l'événement. Le silence était presque absolu, brisé uniquement par vos halètements et les chuchotements nerveux de la foule. J'imagine que pour vous, chaque contraction était une éternité, amplifiée par la présence de cette foule silencieuse. Chaque rainure, chaque mouvement, a été observé, jugé, analysé. C'était comme si vous étiez exposé dans une scène, sans pouvoir échapper à l'apparence implacable de tous ceux qui vous entourent. Ce fut une humiliation publique, un spectacle cruel que vous étiez le protagoniste involontaire. Et là, vous étiez exposé, vulnérable. Et la noblesse, avec ses visages impassibles mais curieux, a été pressée pour observer chaque contraction, chaque gémissement. L'air, danse du parfum des dames et de la sueur de l'angoisse, vous a à peine permis de respirer. Vous, la reine, vous êtes transformée en un spectacle public, en une pièce de théâtre où la douleur était le seul argument. Chaque cri était un écho dans la pièce, amplifié par le silence en attente. Les chuchotements, les regards furtifs, les commentaires à voix basse, tout se mélangeait dans un tourbillon d'humiliation qui vous a enveloppé. Tu n'étais pas une femme, pas même une reine. Vous étiez un corps, une fonction biologique exposée à la cour froide de la cour. J'imagine que la douleur physique ne faisait qu'une partie de vos souffrances. L'invasion de votre intimité, l'exposition de votre vulnérabilité la plus profonde, c'était ce qui vous a détruit. Ce fut une humiliation calculée, un acte de pouvoir qui vous a réduit à votre statut de femme, de mère, de vous dépouiller de votre couronne au moment le plus vulnérable de votre vie. La douleur s'est intensifiée, une immense vague qui vous a laissé à bout de souffle. Vous avez ressenti la pression, la vie qui luttait pour partir. Un cri déchirant, le vôtre, a résonné dans la pièce, brisant le silence en attente. Les dames frissonnaient, certains messieurs détournaient les yeux, mais le plus fasciné, il a continué à regarder. Le moment était crucial, non seulement pour vous, mais pour toute la France. Un héritier, un espoir, dépendait de ce moment. Un halage aigu et faible au début, puis plus fort, a rempli la pièce. Un nouvel être petit et fragile avait atteint le monde. Un moment de silence, puis un murmure collectif de soulagement et d'attente. Le regard de la foule est allé au nouveau-né. Une petite vie qui portait le poids d'une nation sur ses épaules. Vous, épuisé, mais avec une étrange sensation de triomphe, vous avez senti votre corps trembler. Tout s'était passé. Les pleurs du bébé sont devenus un symbole, un cri d'espoir pour un royaume incertain. Son arrivée a marqué le début d'une nouvelle ère,
Un avenir qui dépendait désormais de sa survie et de son futur règne. Et la tension s'est dissipée. Mais la scène enregistrée dans la mémoire de chacun serait un rappel à jamais de la brutalité et de l'attente qui entourait la royauté. Vous, la reine, aviez survécu. Et la France avait un héritier. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%, un petit gémissement, faible mais notable, vous est venu à travers le tourbillon. Un nouvel être, un héritier, une promesse. Ses premiers cris, petits sanglots, ont brisé la tension de suffocation de la pièce. C'était un enfant, un prince, un symbole de la continuité de la dynastie, un espoir pour le royaume. Son arrivée représentait la survie de la vraie ligne, la perpétuation du pouvoir, la promesse d'un coffre-fort pour la couronne. À ce moment, la douleur physique s'estompa, éclipsée par l'immense vague de soulagement et de joie profonde, presque indescriptible. Vous avez regardé votre enfant, un être minuscule et fragile, mais porteur d'un poids énorme. L'espoir d'une nation. C'était l'avenir, incarné dans ce petit corps. Et pendant un moment, vous avez oublié la souffrance, embrassé par l'émotion de la maternité et le soulagement de la survie. Son petit corps, symbole de la continuité de la dynastie, représentait la victoire sur la mort, la promesse d'un règne stable et prospère. Elle était plus qu'un enfant. C'était l'incarnation du réel pouvoir, le futur héritier du trône, la garantie de la stabilité politique pour la France. Dans cette l'espoir d'un royaume entier était concentré. La douleur physique s'estompa lentement, laissant derrière elle un vide sombre. Un vide qui n'était pas seulement celui de la force qui vous avait abandonné, mais celle d'une solitude profonde et lacérante. Le gémissement de l'enfant, autrefois un phare de la tempête, a maintenant résonné comme un écho lointain, un rappel de l'humiliation que vous venez de subir. Votre regard, perdu au loin, s'est reflété dans les visages impassibles de ceux qui vous entourent, témoins muets de votre vulnérabilité. Les larmes, qui jusque-là avaient été contenues par un testament surhumain, ont commencé à germer silencieusement. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique, bien qu'elles se lançaient toujours dans votre corps. Errant lagrima de imbiation, de indignida, de una profunda herida à tu orgulo réel. Le poids de la couronne, qui avait toujours été un symbole de pouvoir, se sentait maintenant comme une charge insupportable, un rappel constant de votre défaite. Un frisson s'écoulait de votre dos. Ce n'était pas le froid de l'air glacé de Versailles, mais le froid de la honte pénétrant. L'image de votre corps exposé et vulnérable, sous le juge de la cour, a été enregistrée par le feu dans votre mémoire. Cette image, cette mémoire lacérante, deviendrait une cicatrice invisible, mais douloureusement présente, ce qui vous accompagnerait pour toujours. Le silence qui a suivi votre souffrance était encore plus cruel. Vous avez observé les visages de la cour, de la soie et des masques en dentelle qui ont caché leurs vraies pensées. Certains, avec une fausse compassion, chuchotaient des phrases hypocrites. D'autres, cependant, n'ont pas caché leur satisfaction, leurs yeux brillaient d'une malveillance froide. Et la tension, l'attente, une tempête silencieuse sur le point d'exploser, était palpable. Vous avez senti leurs yeux comme des couteaux, chacun poignarde à votre honneur et votre position. You said then that your pain was not just physical. C'était un outil, une arme utilisée contre vous. Votre faiblesse, votre vulnérabilité, était devenue un spectacle pour le plaisir de ceux qui ont conspiré contre vous. Chaque soupir, chaque geste de douleur, a été analysé, interprété, tordu pour servir ses ambitions. Ils étaient des experts de la manipulation, en transformant votre souffrance en un instrument de pouvoir. Public humiliation was not just cruelty. C'était une stratégie politique calculée pour saper votre autorité et renforcer la position de vos ennemis. Chaque look, chaque commentaire, chaque murmure était un morceau dans un jeu d'échecs mortel, où vous étiez la pièce sacrifiée. Et le pire, c'est que vous le saviez. Et la compréhension vous a envahi comme une vague de glace, vous paralysant avec une terreur plus profonde que la douleur physique. Le murmure est devenu un torrent. Votre humiliation, exposée à la cour, est devenue le sujet de la conversation principale. Les chuchotements, initialement prudents, sont devenus de plus en plus audacieux, traversant les murs du palais et atteignant les oreilles de la ville. Et la réputation de la famille royale, déjà affaiblie par les scandales précédents, a été rendue giron. Votre souffrance est devenue une arme, utilisée par vos ennemis pour saper le pouvoir du roi. Soudain, vous étiez le centre d'un scandale sans précédent. Des lettres anonymes, pleines d'insultes et de calomnies, ont inondé la cour. Même ceux qui vous avaient précédemment montré une fausse compassion se sont précipités pour se distancier, craignant la propagation de votre malheur. Et la noblesse, toujours avide de pouvoir, a vu dans votre humiliation l'occasion de gravir des positions. Vous êtes devenu un pion dans ces jeux d'intrigue. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie rat égal, 90%. Le roi, au lieu de vous protéger, a été obligé de prendre des mesures pour contrôler la situation. Et la pression de la cour, la peur d'une révolte populaire et la menace d'un coup d'État l'ont forcé à prendre des décisions difficiles. Des décisions qui vous ont directement affecté. Votre humiliation publique vous avait non seulement marqué, il avait déstabilisé tout le royaume, devenant une fissure sur la façade de puissance de la monarchie française. Vos actions, précédemment admirées, étaient maintenant vues avec un mélange de pitié et de mépris. L'image de la puissante reine, l'imposant souverain, avait brisé. D'un jour à l'autre, le tribunal vous a jugé avec une nouvelle perspective, un rhume et une calculatrice, analysant chaque geste, chaque mot,
à la recherche de fissures dans votre armure. La noblesse, autrefois si disposée à vous flatter, vous a maintenant regardé avec une distance glacée. Les regards d'admiration avaient été transformés en chuchotements et en chuchotements, dans un regard curieux qui cherchait à confirmer les rumeurs qui circulaient déjà. Votre réputation, avant impeccable, a été tachée, irrémédiablement endommagée. Même le roi, votre mari, bien qu'il ne vous ait pas montré ouvertement son rejet, vous a regardé avec une nouvelle froideur. Et la confianza que honte compartiam parecia haber s'evaporado. Reemplazada por una distancia incommoda. Un silencio tenso que tablaba volumen. Votre position, votre pouvoir, a été menacé par l'ombre de cet événement. La cour française, devant un foyer d'intrigue et de rivalité, était maintenant encore plus divisée. Vos ennemis, qui auparavant cachaient après des sourires hypocrites, se sont maintenant montrés ouvertement. L'humiliation publique que vous aviez subie avait affaibli votre position de manière irrémédiablement, et beaucoup de vos alliés ont commencé à douter de votre capacité à gouverner. Les ministres, anciennement soumis, ont commencé à remettre en question vos décisions et à conspirer contre vous. Et la noblesse, toujours impatient de pouvoir, a vu dans votre faiblesse la possibilité de renforcer leur propre position. Les alliances que vous aviez construites avec tant d'efforts ont été brisées comme verre, exposant un réseau de trahison et d'ambition. Votre influence sur la politique a été considérablement réduite. Les décisions importantes ne dépendent plus de votre approbation et vos conseils ont été facilement ignorés ou jetés. Le tribunal, devant sous votre volonté, était devenu un champ de bataille où vos ennemis se sont battus pour le pouvoir, tandis que vous, la reine, n'étiez qu'un spectateur de votre propre déclin. Cette cérémonie publique, chère, n'était pas une simple naissance. C'était un rituel d'humiliation soigneusement orchestré. Imaginez la pièce bondée, la foule en attente observant chaque contraction, chaque cri de douleur. Chaque geste, amplifié par le silence en attente, est devenu un symbole, une pièce de plus dans le jeu de puissance cruelle qui a été développé. Le luxe ostensible qui vous a entouré, la tapisserie dorée, les bougies illuminant les visages impassibles de la noblesse, n'était rien de plus qu'une moquerie grotesque. Chaque détail, de la disposition des bougies au choix des tissus, a été calculé pour souligner votre vulnérabilité, pour vous rappeler et rappeler à l'ensemble du royaume de votre position diminuée. Votre corps, exposé au regard public, est devenu un symbole de votre pouvoir affaibli. Et la livraison, un acte normalement intime et privé, est devenu un spectacle public, une démonstration de la fragilité de la monarchie devant vos ennemis. Le symbolisme était brutalement clair. Votre douleur a été son triomphe. Pensez à l'impact de cette expérience, à la violation de votre intimité la plus profonde exposée à des centaines d'yeux. Imaginez la honte, la douleur physique mélangée à l'humiliation publique. Votre corps, votre moment le plus vulnérable, s'est transformé en un spectacle pour la cour. Le sentiment d'impuissance, qu'ils ont volé quelque chose d'incouverture. Cette vulnérabilité exposée a marqué votre vie pour toujours. Vous ne pouviez pas vous sentir en sécurité, même dans votre propre corps. Et la confiance en vous, dans votre dignité en tant que reine, a été irrémédiablement endommagée. L'intimité, cet espace sacré, était devenu un champ de bataille public. Les relations avec votre mari, avec votre couple, avec tous ceux qui vous entourent, ont changé pour toujours. L'aspect des autres, avant respectueux, était maintenant imprégné d'un mélange de curiosité morbide et de compassion condescendante. Cette expérience vous a marqué en feu, laissant une cicatrice invisible mais profonde dans votre âme. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%. Votre corps, déjà vulnérable, est devenu un spectacle. Le tribunal, la noblesse, même les citadins, se sont pressés d'assister à l'événement. Ce n'était pas un acte de naissance, mais un acte de contrôle. Un rappel brutal de votre position, une démonstration du pouvoir pour le roi et sa cour, qui s'appropria l'intimité la plus sacrée. Chaque gémissement, chaque contraction, a été un témoignage de votre fragilité exposée au regard de jugement de tous. L'absence d'intimité était un outil d'oppression, un message clair. Même au moment le plus vulnérable, votre corps, votre douleur, ne vous appartenait pas. La livraison publique n'était pas seulement une humiliation, c'était une démonstration du pouvoir. Le roi, observant de sa place privilégiée, affirma son domaine, non seulement sur vous, mais sur tout le royaume. Votre souffrance est devenue une leçon pour tous. La souveraineté était absolue, même sur la vie elle-même. Un accouchement dans ces conditions était une roulette russe. Votre corps, déjà affaibli par l'effort, a fait face à la possibilité d'hémorragie, d'infection ou même de mort. Imaginez la douleur, la vulnérabilité, multipliée par la pression d'une foule qui a observé chaque contraction, chaque goutte de transpiration. L'absence d'hygiène était un facteur mortel. À cette époque, la septicémie était une menace constante et les infections pouvaient se propager rapidement. Les outils utilisés pour assister à l'accouchement, sûrement sans stérilisation due, ont considérablement augmenté le risque de complications graves. Vous, au milieu de toute cette agitation, étiez complètement à la merci de la chance et de la compétence, ou de son absence, des médecins de la cour. En plus du risque de décès pour vous, il était possible que le bébé n'ait pas survécu. Et la mortalité infantile était très élevée et les complications pendant l'accouchement y ont contribué de manière significative. Chaque minute, chaque contraction était une lutte pour la vie, à la fois pour vous et pour votre enfant. Le silence de l'angoisse face à la possibilité d'une perte irréparable.
Mais l'agonie ne s'arrête pas là. Votre nouveau-né, fruit de tant de souffrance, est immédiatement examiné. Les doigts experts, probablement ceux de la sage-femme ou l'une des femmes de la cour, ressentent leur petit corps, à la recherche de signes de vie, de santé. Un faible pleur, un mouvement, une respiration irrégulière, chaque détail compte. C'est une indication de survie dans un monde où la mortalité infantile était très élevée. Le poids du bébé, sa coloration, la force de ses battements. Tout est méticuleusement écrit. Sa survie, pour le moment, est incertaine. Si le bébé survit les premières heures, les soins se poursuivent. Loin du confort et de l'hygiène que nous connaissons aujourd'hui, le nouveau-né est enveloppé dans des tissus épais, peut-être même dans des couches de lin, et placé dans un petit Moïse, ou peut-être directement dans le lit de sa mère. Le lait maternel, si possible, sera votre premier aliment. Mais la nourriture, l'hygiène et la protection de l'enfant dépendront en grande partie de la santé et de la capacité de leur mère à s'en occuper. N'oubliez pas que vous êtes à Versailles, où la survie est une question de privilège. Dans ce contexte, la survie des bébés est une lutte constante contre les infections. L'absence d'hygiène, de surpeuplement et de précarité des soins médicaux du temps signifie qu'une simple infection pourrait être mortelle. Un rhume, une blessure mal durcie, ou même une simple diarrhée, pourrait être fatale pour la petite. L'attention que vous recevez, l'accès à la meilleure attention disponible à ce moment-là, fera la différence entre la vie et la mort. Le sort du bébé, une fois de plus, est entre les mains du hasard et l'accès aux ressources du tribunal. Mais ses doigts, ses yeux, ont non seulement évalué la santé du bébé. Un récit était en cours de construction, une image soigneusement orchestrée pour la consommation publique. Et la scène, bien que brutale pour vous, est devenue un spectacle de propagande. Chaque geste, chaque look, était destiné à projeter une image de force réelle, d'une monarchie inébranlable, même face à la douleur. N'oubliez pas que chaque détail était contrôlé, chaque assistant une pièce dans cet équipement complexe de la propagande réelle. Et la sage-femme, avec ses mouvements précis, a non seulement assisté au nouveau-né, mais a également agi comme une figure centrale de cette mise en scène soigneusement planifiée pour démontrer la capacité de la reine à remplir leurs devoirs, même dans les circonstances les plus défavorables. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%, rumeur, spéculation, tout était méticuleusement contrôlé. Les informations qui sont sorties de Versailles ont été soigneusement filtrées, moulées pour présenter une image de fertilité réelle et de stabilité dynastique, cachant la vérité de la souffrance que vous souffriez. L'image publique était beaucoup plus importante que votre expérience personnelle. Un récit a été construit, oui, mais que pensaient vraiment les gens? Imaginez le murmure dans les rues de Versailles, la spéculation dans les couloirs de la noblesse, les conversations chuchotées entre servielles. L'image soigneusement orchestrée de la reine abandonnant en public a-t-elle été reçue avec admiration ou avec un refroidissement de répulsion? Pour beaucoup, c'était une humiliation publique, une violation de l'intimité réelle. Pour d'autres, une démonstration de force, une connexion avec le peuple. Mais même ceux qui applaudissent l'exposition n'ont pas ressenti un minimum d'inconfort face à la grossièreté de la scène. La ligne entre le spectacle et l'indignation était diffuse et l'opinion publique s'est fracturée. Pensez à l'impact sur le tribunal, sur la famille royale elle-même. L'image de la reine souffrant, exposée au regard de chacun, comment a-t-il affecté leurs relations? Le lien avec le peuple a-t-il été renforcé ou un écart majeur, une fissure de confiance? La vraie propagande, dans sa tentative de contrôler le récit, n'a peut-être réussi qu'à approfondir la confusion et la spéculation. Mais cette livraison publique était-elle quelque chose d'unique dans l'histoire de la monarchie française? La vérité ne l'est pas. De nombreuses reines et princesses avaient donné naissance au tribunal, bien qu'avec des degrés de vie privée différents. Pensez aux cérémonies élaborées, aux témoins de la noblesse, à l'environnement tendu et en attente, une tradition simple ou un moyen de contrôler la vraie lignée. Dans ce contexte, l'accouchement de notre reine, bien que humiliant, n'était pas totalement exceptionnel. Cependant, il y avait des différences importantes. Alors que certains monarques jouissaient d'un environnement plus intime, avec un nombre plus faible de spectateurs, notre reine s'est vue refuser cette intimité. L'exposition publique a été délibérée, un acte d'humiliation calculé. Il y a la clé. L'intention, le message politique sous-jacent, a différencié son expérience des véritables naissances précédentes. À d'autres occasions, la vraie naissance était un événement de célébration, un échantillon de puissance et de fertilité. Ceci, en revanche, est devenu une démonstration de souffrance, une leçon publique pour la reine et un message pour ceux qui l'ont contesté. Et la différence n'est pas seulement en présence du public, mais dans le sens politique qui lui est attribué. Mais que s'est-il passé dans d'autres livraisons réelles? En France, la tradition de donner naissance à la cour était assez courante, bien que la vie privée variait selon la reine et le contexte. Imaginez Maria Antonita, par exemple. Sa naissance était une exposition publique, mais d'autres reines pourraient profiter d'un peu plus d'intimité, bien que toujours avec l'apparence vigilante de la cour. Pensez aux différences entre les coutumes de la cour française et celles d'autres monarchies européennes. En Espagne, par exemple, bien qu'il y ait également eu de véritables naissances publiques, le degré d'exposition publique pourrait être différent, plus contrôlé ou encore plus intime dans certains cas. Le protocole variait considérablement. A-t-il eu une intention politique derrière ces différences?
Vous seriez surpris de savoir que même en France même, les pratiques ont changé au fil du temps. Ce qui était courant au XVIIe siècle n'était pas nécessairement dans le XVIII. L'influence des idées éclairées et des changements sociaux a influencé les coutumes de la cour, à la recherche d'un plus grand degré d'intimité dans certains cas, bien que la tradition de la présence de la cour soit restée pertinente. Imaginez la scène, vous-même, à Versailles. L'air dense des attentes, les chuchotements de la cour, l'opulence contrastant avec la vulnérabilité de la reine. Ce rituel, bien que humiliant pour le monarque, est devenu un symbole de pouvoir. Et la présence de la cour pendant l'accouchement a réaffirmé la légitimité de l'héritier, un acte public qui a scellé l'avenir de la dynastie. L'accouchement public, bien que brutal pour la mère, a travaillé comme une démonstration de fertilité et de capacité pour la reine. C'était la preuve de sa force physique et mentale. Observé par tout. Sa souffrance est devenue un récit qui a renforcé l'image de la monarchie, malgré ce que cela signifiait pour sa dignité. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Mais cet héritage ne se limite pas uniquement à l'image du pouvoir. La livraison publique a également laissé une trace dans l'histoire de la médecine. La présence de médecins et de sages-femmes, bien que souvent avec des pratiques douteuses pour le moment, des processus et des progrès documentés dans les soins à l'accouchement, bien qu'au détriment de l'intimité et de la dignité des reines. Pensez à la pression, à la surveillance constante à laquelle une femme a été soumise à la cour française. Sa valeur sociale a été surtout mesurée pour sa capacité à donner des héritiers au trône. Ce n'étaient pas des individus avec l'autonomie, mais des pièces clés du jeu politique, avec un rôle essentiellement reproducteur. Au-delà de leur talent ou aspirations personnelles. Sa vie tournait autour des attentes de la monarchie et de la société. Même les femmes de la noblesse, avec leurs privilèges, étaient soumises à un code de conduite strict, où l'obéissance et la soumission étaient des vertus essentielles. Ces actions étaient constamment sous contrôle. Chaque mouvement analysé et jugé. Une réputation tachée pourrait signifier l'ostracisme social, affectant non seulement eux, mais aussi leur famille et leurs possibilités futures. Le mariage, dans ce contexte, n'était pas une union basée sur l'amour, mais une alliance stratégique pour renforcer les liens politiques ou assurer la succession. Vous pouvez imaginer la frustration et le manque de contrôle sur leur propre vie que cela impliquait pour de nombreuses femmes. Le rôle de la mère et de la femme était au-dessus de toute autre aspiration ou ambition. Imaginez la pression, non ? Non seulement ils devraient donner des héritiers, mais chaque action, chaque regard, chaque geste, devrait contribuer à l'image de la royauté que la cour a projetée au monde. Sa vie était une mise en scène constante. Une pièce où le public était la noblesse française et le reste de l'Europe. Chaque détail, de ses costumes à la moindre expression faciale, a été soigneusement calculé pour montrer la puissance, l'élégance, surtout, la légitimité. Pensez aux portraits officiels, aux toiles qui étaient accrochées dans les salles les plus importantes. Ce n'étaient pas des images simples. C'étaient des outils de propagande, des symboles de pouvoir et d'autorité. Chaque coup de pinceau, chaque soie se replie dans sa robe, chaque bijou qui ornait sa couronne, a transmis un message précis. La monarchie était divine, légitime et immobile. À travers ces images, l'idée même de la royauté a été construite et maintenue. Même les cérémonies les plus intimes, comme l'accouchement, sont devenues des spectacles publics. Ce n'était pas seulement la question de la succession. C'était aussi une démonstration du pouvoir, une réaffirmation de la légitimité du monarque devant son peuple et devant le tribunal. L'image de la reine donnant naissance, bien que humiliante, faisait toujours partie de la construction de la véritable image. Sa souffrance est devenue, paradoxalement, un symbole de son sacrifice pour le royaume. Mais la pression ne s'est pas limitée au tribunal. Votre vie, votre corps, est devenu un spectacle pour les gens. L'accouchement, un acte intime, est devenu une démonstration publique de votre fertilité, la nécessité d'assurer la légitimité de la succession. Imaginez l'humiliation. Exposé, vulnérable, avant l'apparence de centaines d'yeux jugeant toutes les rainures, chaque goutte de sueur. Les gravures et les peintures de l'époque ne vous montrent pas l'intimité de la douleur. Mais la mise en scène de l'événement. Il vous présente comme une figure presque divine, mais avec une vulnérabilité forcée, une image qui cherchait à transmettre l'idée de sacrifice pour le royaume, minimisant l'humiliation intrinsèque de l'acte. Cette image soigneusement construite, cependant, n'a pas caché la vérité. Et la propagande royale a tenté de contrôler le récit. Mais le murmure, les chuchotements dans les couloirs, la vérité filtrée parmi les dames de la compagnie, a révélé l'humiliation profonde que vous avez subie. Votre corps s'est transformé en instrument politique, une marchandise pour la perpétuation de la dynastie. Imaginez l'humiliation, la vulnérabilité totale exposée à des centaines de looks. Cette livraison publique, plus qu'un événement biologique, a été une blessure profonde dans votre âme. Maria Antonita. L'intimité volée. La dignité piétinée a laissé une marque indélébile sur votre psyché. Le poids de l'attente réelle, la pression constante pour produire un héritier, est devenue une charge insupportable. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%, la surveillance constante, la critique impitoyable, le procès public implacable sur votre corps et votre capacité maternelle, tout a contribué à un profond sentiment d'isolement. Vous vous êtes senti observé, jugé et bien sûr échoué. Ce sentiment d'échec, amplifié par la pression du tribunal, a lentement sapé votre confiance et votre santé mentale. Des années plus tard, l'image de cette humiliation publique,
La sensation d'une extrême vulnérabilité a été enregistrée dans votre mémoire. Cette expérience traumatisante vous a marqué pour toujours, influençant vos décisions et votre perception du monde. L'absence d'intimité, l'exposition constante, a fait de vous un chiffre du public, incapable de trouver refuge dans leur propre vie. Mais quelle part de ce qui est raconté à propos de Maria Antonita est vraie? L'histoire est souvent écrite du point de vue du gagnant, et dans votre cas, chère Maria Antonita, le récit vous a persécuté pendant des siècles. Ils vous ont peint comme une reine frivole, inutile, même traître en France. Une image qui est restée, exagérée et déformée, au fil du temps. Cette image de la reine extravagante, obsédée par la mode et le luxe, n'est qu'une partie, et peut-être la moins précise, de votre réalité. Vos dépenses ont été amplifiées. Vos actes de charité et votre engagement envers l'art et la culture ont été réduits au silence. Vous avez été accusé de déchets tout en ignorant le contexte politique et économique de l'époque. La Révolution française, avec son appétit vorace par symbole de l'opulence, a fait de vous le bouc émissaire parfait. Votre image a été déformée, devenant l'archétype de la reine insouciante, en dehors de la souffrance du peuple. Une simplification cruelle et réductionniste d'une femme complexe qui vivait dans des circonstances extraordinairement difficiles. Mais pensez Y. Quel message le tribunal a-t-il envoyé en forçant la reine à accoucher en public? Ce n'était pas un échantillon d'affection ou de célébration, mais une démonstration de pouvoir. Versailles était un scénario soigneusement orchestré, et chaque acte, y compris la naissance d'un héritier, était soumis à un protocole strict qui renforçait l'image de la monarchie absolue. Votre livraison, Maria Antonita, est devenue un spectacle, un rappel de votre position subordonnée. Ils ont fait de vous un symbole, un morceau dans un jeu beaucoup plus grand. L'idée était de montrer à tout le monde que même la reine, la femme la plus puissante du royaume, était soumise aux règles de la cour, à la volonté du roi et à l'apparence indiscrète de la noblesse. Votre intimité a été violée, votre corps exposé à la vue du public, transformant votre expérience dans quelque chose de profondément humiliant. Imaginez la pression, la vulnérabilité, l'impuissance absolue que vous deviez ressentir. Cette livraison publique n'était pas seulement une humiliation personnelle. C'était un acte politique, une démonstration de contrôle et de pouvoir qui a servi à maintenir la structure du pouvoir existante. C'était un message clair et brutal. Même la reine n'est pas exemptée du pouvoir absolu de la monarchie. Alors, pensez Y. L'humiliation publique de la reine, quel impact cela a-t-il vraiment eu à long terme? Non seulement c'était une démonstration du pouvoir du roi et de la cour, mais il est devenu un symbole du contrôle que la monarchie a exercé sur la vie privée, même sur quelque chose d'aussi intime que la naissance d'un héritier. Une graine de doute a été plantée sur la légitimité de la monarchie, une graine qui, au fil du temps, pourrait germer dans quelque chose de plus grand. Imaginez la pression que cela aurait dû représenter pour les futures reines. Elle a peur d'être jugée, d'être exposée, d'être considérée comme faible ou échouée devant le regard implacable de la cour. Cet événement est devenu un précédent, un poids lourd de l'histoire, un rappel constant de la puissance absolue du monarque et de la fragilité de la position de la reine. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que cet événement a influencé la perception du public de la monarchie française? Avez-vous contribué à éroder la confiance dans la couronne? L'histoire nous dit que l'image du pouvoir absolu, parfois, peut être un masque qui cache une profonde fragilité. Cet épisode en est un parfait exemple, un rappel que même les rois et les reines sont humains, vulnérables au poids de l'histoire et à leurs propres décisions. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais comment savons-nous tout cela? Où obtenons-nous ces informations détaillées sur l'humiliation de la reine? La clé réside dans la recherche historique approfondie. Pour comprendre la vérité derrière cet événement, les historiens ont été basés sur une grande variété de sources. Des lettres privées et des journaux personnels aux documents officiels de la cour de Versailles. Imaginez la quantité d'informations qui peuvent être extraites de ces documents, écrites à l'époque par des personnes directes ou indirectes des faits. Les mémoires de courtisans, bien que parfois biaisés par leurs propres opinions ou intérêts, nous offrent des perspectives précieuses sur le climat politique et social de l'époque. Pensez aux informations qui peuvent être obtenues à une personne présente au tribunal, ou même dans la naissance de la reine. Leurs expériences, incarnées sur papier, nous aident à reconstruire l'événement avec une plus grande précision. En plus des sources primaires, les historiens modernes ont utilisé des sources secondaires, telles que des livres, des articles académiques et des études d'experts en histoire française des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces recherches académiques analysent, interprétant et contextualisent les informations obtenues à partir de sources primaires, offrant une compréhension plus approfondie de l'événement et de ses implications. Il s'agit d'une œuvre de détective, où chaque élément d'information, aussi petit, contribue à la reconstruction du puzzle historique. Et ici, nous arrivons avec l'histoire de cette reine, une histoire pleine de souffrance et d'oppression. J'espère que vous avez trouvé ce récit aussi fascinant que je l'ai trouvé lors de l'enquête. Je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné lors de ce voyage au fil du temps, pour votre intérêt à découvrir ces histoires oubliées, souvent réduites au silence par l'histoire officielle. Un merci spécial à tous les historiens et universitaires dont le travail a été fondamental pour reconstruire cette histoire. Vos enquêtes rigoureuses sont à la base de notre connaissance du passé. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont soutenu sur cette chaîne, vos commentaires et suggestions sont très précieux pour moi.
N'oubliez pas de vous abonner à ne pas manquer les prochaines vidéos, où nous continuerons d'explorer des histoires fascinantes de royauté européenne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles publications. Bien sûr, partagez cette vidéo avec qui vous pensez être intéressé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez été intéressant. Et si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à plus d'histoires de royauté. Que pensez-vous de l'humiliation subie par la reine? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.